Hi guys, je reviens avec une vidéo qui va être la critique de plusieurs séries que j'ai pas eu le temps de vous critiquer tout simplement, donc j'ai pas encore eu le temps de donner mon avis, donc ça va être une vidéo qui va être découpée en plusieurs critiques pour pouvoir faire un bon gros rattrapage. Et on va commencer avec Stranger Things, saison 3. Donc ce qui se passe, c'est qu'une brèche a été réouverte vers l'Upside Down, et donc ça cause tout un tas de problèmes, notamment une menace qui revient, mais sous une forme un petit peu différente, qui apporte toujours son lot de creepy, toujours son lot d'angoisse, et surtout de situations terriblement stressantes. À côté de ça, et c'est ça que j'ai bien aimé dans cette saison 3, c'est qu'on a vraiment le côté creepy. On avait des décors très lugubres et tout donc pendant les deux premières saisons. Et là, on a un centre commercial qui a ouvert, qui apporte tout son lot de couleurs, tout ce côté folklore, et qui en plus apporte vraiment un autre côté culturel des années 80, c'est-à-dire par exemple les vêtements, les loisirs, ce genre de choses, le cinéma. Ça apporte beaucoup à cette ambiance années 80. J'ai trouvé que ça apportait vraiment un autre côté fun qu'on n'avait pas forcément vu avant dans la série. Je dois avouer que cette saison 3, je l'ai même plus aimée que la saison 2, et vraiment un petit peu moins que la saison 1. Mais j'ai trouvé que les thématiques abordées, elles étaient très intéressantes puisque les enfants sont en train de grandir, mais en fait tous les personnages techniquement sont un peu en train de grandir, sauf les adultes qui eux se conduisent comme de véritables enfants. Mais quand on voit le groupe commence un petit peu à se séparer temporairement parce que finalement chacun va un petit peu vaquer à ses occupations et chacun des personnages va évoluer d'une façon différente, et notamment on a le personnage d'Eleven qui a toujours été conditionné pour utiliser ses pouvoirs et qui doit apprendre depuis 2 saisons à exister en tant que personne, à vraiment savoir ce qu'elle veut, à se découvrir elle-même, et qui maintenant va devoir être confrontée à des problématiques de son âge, c'est-à-dire les problèmes avec son petit copain, le fait qu'elle a envie peut-être de s'habiller de façon plus féminine, ce genre de choses. Et on a Max à côté qui va un petit peu l'accompagner, qui va être un petit peu son guide, et je trouve ça très intéressant. Donc effectivement il y aura des petites problématiques, et notamment le fait que les garçons s'intéressent aux filles, les filles aux garçons, et qu'il y a certains personnages, notamment Will, qui va avoir du mal à se retrouver dans tout ça, lui qui a un petit peu du mal à grandir. À côté, on a d'autres personnages qui ont quelques années de plus et qui, eux, sont dans le monde adulte, c'est-à-dire notamment Nancy, Jonathan ou encore Steve. Et Nancy va devoir se confronter à un milieu rempli d'hommes, avec quasiment que des hommes. Elle voudrait devenir journaliste, mais c'est rempli d'hommes et c'est un petit peu compliqué, effectivement, dans les années 80. Tous les personnages, à leur manière, vont évoluer et vont apprendre à se confronter à des problématiques de leur âge. Du côté des femmes, je retrouve vraiment un côté girl power, un côté un peu féministe, dans le sens Nancy qui galère un peu dans ce milieu d'hommes, et sa mère qui lui explique effectivement que pour elle aussi ça n'a jamais été facile et qu'elle est vraiment à ses côtés. Eleven qui a envie de faire un peu ce qu'elle veut, mais son copain c'est un peu compliqué. Enfin voilà, Max aussi qui est très indépendante. Je trouve ça assez cool, tout en étant pas forcément le centre vraiment de toute la saison, mais ça apportait quelque chose en plus. C'est toujours divinement mis en scène, l'angoisse, la tension est toujours apportée de façon subtile, et notamment parce que la menace arrive d'une autre façon. D'habitude, effectivement, c'était d'abord vraiment spectaculaire, etc. Et là, c'est plutôt l'inverse, c'est d'abord un petit peu insidieux, et après ça devient un peu spectaculaire. Et on a toujours ces effets de lumière, les lumières qui clignotent, parce que voilà, c'est l'Upside Down, c'est un monstre de l'Upside Down. Je vais y arriver. Des personnages féminins qui se retrouvent avec le mascara qui coule, en train de galérer pendant que le monstre est en train de poursuivre. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses comme ça qui font clairement penser à des films d'horreur de l'époque. Donc c'est toujours terriblement réussi, c'est toujours aussi bien filmé, les musiques sont toujours... les musiques de Stranger Things, de toute façon je pense qu'en termes de série, je pense que... après Game of Thrones, parce que Game of Thrones c'est quand même un... Voilà, on est quand même au top aussi. Mais je pense que Stranger Things arrive tout de suite après au niveau des musiques, pour moi, au niveau de la bande originale de série télé. C'est une saison très angoissante, très creepy comme toujours, mais c'est aussi et surtout une saison qui est terriblement touchante par la relation entre les personnages, par certaines choses qui vont se passer, parce qu'effectivement, il va forcément se passer des choses terribles. Dans cette saison-là, on peut pas ne pas pleurer, je veux dire, c'est pas possible. Alors je sais pas s'il y a des personnes qui ont peut-être... on peut être senti le twist arriver à la fin et tout ça, je sais pas, mais en tout cas, j'avais les boules, voilà, clairement, voilà. Si vous n'avez pas vu la saison 3, alors ce que vous avez regardé, vous allez penser à moi dès que vous allez verser une petite larme, parce que c'était obligatoire. Petit bémol, Lucas il n'existe pas. Lucas il a droit à 3 punchlines dans toute la saison, clairement on le met de côté.
Will, au début on entend parler, mais après plus trop. Enfin, c'est un peu. Je trouve que par rapport à d'autres séries, il y a des séries qui ont beaucoup de personnages et qui arrivent quand même à les mettre pas mal en avant. D'ailleurs, on va en parler d'une plus tard. Mais c'est vrai que je trouve que Stranger Things, pour cette saison 3, a du mal à mettre tous les personnages en avant. Il y avait vraiment des personnages qui, par contre, sont beaucoup plus en avant que d'habitude. Par exemple, Nancy. Nancy est un personnage très badass cette saison. J'ai vraiment beaucoup aimé son développement. Dans les nouveaux personnages qui deviennent récurrents, alors on a Robin qui est jouée par la fille de Uma Thurman et Ethan Hawke, ça je viens de le découvrir, je ne le savais même pas. Et on a la petite sœur de Lucas qui va devenir récurrente et qui a toujours des petites punchlines assez sympas mais qu'on va trouver un petit peu plus humaines. Enfin voilà, deux nouveaux personnages que j'ai trouvé assez intéressants qui enrichissent un petit peu le casting. En tout cas c'était une très très bonne saison pour moi. J'aurais peut-être un autre petit bémol, ça va être par rapport au fameux 4 juillet parce qu'on a fait toute la promo autour du 4 juillet, etc. Feu d'artifice, etc. la fête et tout. Au final, j'ai pas trouvé que ça avait une importance tellement grande et que c'était si spectaculaire que ça. Je m'attendais vraiment à ce que la saison soit centrée autour de ce fameux événement du 4 juillet et au final, voilà, ça a un peu retombé comme un soufflé. Mais en tout cas, très bonne saison. J'apprécie toujours autant regarder Stranger Things. Et la saison 4 s'annonce vraiment, je pense, très dingue. Nous allons maintenant parler d'une série qui ne concerne pas le fond d'écran que j'ai derrière, mais je l'ai pas changé tout simplement. The Boys. The Boys, tout le monde en a parlé. J'en entendais énormément parler et je me suis dit, il faut absolument que je regarde ça parce que bon voilà, je sais que dans les séries dont on a pas mal parlé cette année, il y a eu Tchernobyl, il y a eu Euphoria et il y a eu The Boys et il fallait absolument que je regarde ça et je vais pas trop essayer de regarder le pitch et tout ça, je voulais pas vraiment me faire spoiler. Donc The Boys est l'adaptation tirée du comics du même nom. Donc on est dans un monde où les super-héros sont totalement des objets de marketing, c'est-à-dire que voilà, ils ont des comptes Instagram, ils font des placements de produits, ils vendent des produits dérivés, etc. Et il y a un groupe en fait qui est un peu le groupe élite des super, c'est-à-dire que sont choisis, donc voilà, il y a une espèce de casting, etc. comme on peut faire un casting pour du cinéma. Et donc ce sont eux qui vont être voilà, les superstars, les super-héros, etc. Et ils sont gérés par une grosse entreprise, donc déjà on sent le truc un petit peu bizarre. Et effectivement, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va suivre deux personnages principalement, puisque après on suit quand même tout un tas de personnages, mais au début on suit deux personnages, c'est-à-dire une jeune fille qui veut rentrer dans ce groupe d'élite, voilà, le groupe des super, et qui va justement, elle est toute naïve, elle est toute innocente, et ça va être intéressant de voir comment elle va découvrir que ce monde-là est finalement pas si terrible, et un jeune homme qui va être victime justement de ces fameux super, et ça va être intéressant parce que lui aussi va découvrir pas mal de choses et il va surtout découvrir pas mal de choses sur lui-même. Donc ces deux personnages vont évoluer par rapport à ce qu'ils vont vivre par rapport à ce fameux groupe d'élite. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on joue vraiment beaucoup sur les préjugés, on se moque totalement des préjugés. Pour nous les super-héros sont géniaux, ils sont gentils, etc. Ils sauvent le monde et même on n'est même pas assez reconnaissant envers eux dans tous les films, les séries, etc. Et là on est sur justement tout l'inverse, c'est-à-dire qu'ils ont trop de reconnaissance parce qu'au final la plupart sont des salauds, la plupart sont de vraies ordures et les super sont finalement les gros méchants en fait de cette série. Alors c'est pas un spoil du tout puisque c'est le concept même de la série. Cette image que l'on a qui a l'air toute dorée et tout ça, finalement plus ça va, plus elle commence à s'estomper pour voir finalement la laideur de ces personnes. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que on se retrouve avec des personnages qui peuvent être un petit peu lisses à la base et au final vont devenir vraiment très complexes et nuancés, etc. et parfois très borderline. Ça me fait pas mal penser à Fargo pour certains aspects, notamment par rapport à la saison 1. Donc on a le jeune homme qui est victime d'un des méfaits d'un des super-héros qui va faire équipe avec tout un tas d'autres personnes. Donc ce groupe de personnes est très hétéroclite, ils sont tous complémentaires, ils ont tous leur savoir-faire, leur savoir-être, etc. Ils sont tous très intéressants et tous sont des personnages nuancés, ils ont tous fait des mauvaises choses mais en même temps ils ont fait des bonnes choses, etc. Et on a le leader qui s'appelle Butcher qui fait beaucoup penser à Negan, et c'est pas parce qu'il me fait seulement penser à Negan dans la série, c'est aussi parce que le personnage du comics, je trouve que physiquement et notamment par rapport à certains dessins que j'ai vus, il me fait beaucoup penser au Negan des comics, donc c'est assez intéressant. Donc j'aime beaucoup ce genre de série où finalement les personnages ne sont pas vraiment ce qu'on pense et même les méchants ne sont pas forcément totalement méchants, il n'y a pas de noir ou blanc et j'adore ce genre de séries où finalement c'est beaucoup plus complexe qu'on en a l'impression et c'est là où on peut travailler, aller dans différentes directions et tout peut être vraiment imprévisible. C'est une série qui est gore parfois, elle est totalement décomplexée, c'est vraiment une série qu'on regarde comme ça et c'est juste un défouloir en fait total, je trouve. C'est ça que je trouve vraiment génial, c'est que il n'y a pas de politiquement correct, ça s'insulte, il y a du gore, il y a des scènes assez choquantes, il se passe pas mal de choses et déjà rien que le premier épisode, il donne directement la tendance et on sent que ça
ça va être quelque chose d'assez lourd. Alors, j'ai eu un petit peu, peut-être un peu de mal à rentrer peut-être dans les 2-3 premiers épisodes, mais après ça commence à être bien consistant et j'étais vraiment à fond dedans et j'ai fini la saison quand même très vite. Donc elle est disponible sur Amazon Prime, ça vous donne l'occasion de changer un petit peu de plateforme de streaming pour changer. En tout cas, je la conseille vivement. J'ai pas vraiment de bémol à donner parce que c'est la première saison, il faudra voir sur le long terme. En tout cas, pour une première saison, j'étais vachement bluffée. En plus, série Amazon Prime, donc très cool et je vous la conseille. Passons maintenant à Elite saison 2. Elite, je vous en avais déjà parlé dans mon top flop Netflix de fin d'année dernière. Voilà, ça avait été un coup de cœur, c'est quelque chose auquel je m'attendais pas du tout. Donc un teen drama en plus, alors voilà, uniforme et tout. Lycée UP, on s'attend à un truc à la Gossip Girl ou je ne sais quoi. D'ailleurs, j'aimais pas Gossip Girl, donc je me suis dit que ça allait peut-être pas passer. Mais acteur de la Casa de Papel, etc. Donc forcément, petite curiosité par rapport à ça, je me suis lancée dedans. J'avais regardé la première saison d'une traite et je ne suis pas déçue de la saison 2. Alors effectivement, à la fin de la saison 1, on savait qui avait tué une élève du lycée. Le problème, c'est que tout le monde n'était pas vraiment au courant. Et donc on continue sur ce jeu d'enquête. C'est-à-dire, il y a certains procédés qui sont repris exactement comme dans la saison 1. Mais là, pour le coup, je trouve qu'on a bien réussi à se renouveler. C'était vraiment un défi pour la série, je pense, un gros challenge. D'arriver à nouveau à surprendre, de passer un petit peu l'effet de nouveauté et tout ça, et de pouvoir reparler de nouvelles thématiques. Alors effectivement, c'est un peu redondant dans certains sujets, certaines thématiques, et notamment tout ce qui concerne le personnage de Nadia. J'ai l'impression qu'on a déjà un petit peu vu, et notamment le personnage aussi de Omar, même si c'est un petit peu différent. J'ai l'impression qu'on tourne un petit peu en rond cette saison, mais on a trois nouveaux personnages qui apportent leur lot de problèmes, qui vont permettre soit de débloquer des situations, soit de créer des problèmes. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était intéressant, ils apportaient un petit vent de fraîcheur et justement des nouvelles thématiques. Malheureusement, je peux pas vous en dire plus parce que sinon je vais spoiler la saison 2, mais ceux qui l'ont vu verront très bien de quoi je parle. C'est une série que j'apprécie parce que on est loin du cliché. On a l'impression que c'est un lycée UP où tout se passe bien, etc. Les enfants de riches, etc. Et au final, c'est creepy pour certains trucs. Il y a quand même tout un tas de choses malsaines qui se passent dans cette série, les relations entre les personnages, ou par exemple avec la drogue, ou certaines choses qui sont mal. Il y a aussi quand même il y a eu un meurtre quand même. Voilà, il y a toute une enquête policière, il y a tout un tas de choses, des gens qui se battent. Enfin voilà, c'est quand même très malsain. Je veux dire, c'est pas, il y a pas de moment vraiment où on va vraiment sourire ou rigoler, etc. C'est vraiment globalement très glauque. Et notamment certaines relations de cette saison sont hyper malsaines et c'est ça que j'aime bien. Ça dérange en fait. C'est ça que j'apprécie, c'est qu'Elite m'a dérangé par moments et à un moment on regarde on fait. Ouais, quand même, ils y vont quand même. C'est prenant, c'est vraiment un bon divertissement, c'est pas la meilleure série Netflix, mais c'est très bien filmé par contre, encore une fois, comme j'avais dit en saison 1. C'est très bien filmé, j'aime beaucoup d'ailleurs certaines idées de mise en scène, comment ils jouent avec les couleurs et tout ça, enfin j'aime beaucoup ce qu'ils font. Et effectivement, le fait qu'on ait encore une fois une déconstruction au niveau de la timeline, on a deux timelines différentes, on essaye effectivement dès le premier épisode, comme dans la saison 1, il se passe quelque chose et on essaye de savoir pourquoi ça s'est passé et comment ça finit et tout ça. Et à côté, on a vraiment les personnages qui évoluent dans ce milieu malsain et comment ils s'en sortent. Et on commence à avoir de l'empathie pour certains personnages, on n'y penserait même pas. Ce que j'ai aussi apprécié, c'est le fait qu'ils aient réussi à faire des petits binômes qu'on n'aurait pas vu venir. Ils arrivent à faire interagir des personnages qui d'habitude n'ont pas l'habitude d'interagir ensemble. Et je trouvais ça cool, donc cette saison 2, je trouve qu'elle est peut-être moins bonne que la saison 1, mais on est quand même sur une bonne lancée. J'ai quand même deviné pas mal de twists, notamment le twist final, voilà, mais je suis pas sûre que ce soit si prévisible. Je l'ai trouvé parce que je trouvais que c'était la meilleure idée qui était possible, mais en soi, je suis pas sûre que ce soit si évident que ça finalement. Pour l'instant, c'est le seul teen drama que je regarde avec les nouvelles aventures de Sabrina et je veux continuer dans ce sens-là, voilà, même si je pensais que c'était plus de mon âge et que j'en avais fini avec les teen dramas, bah non, finalement, Elite m'a remis le nez dedans et je vous le conseille. Enfin, nous allons finir avec une touche de douceur avec Love Alarm. Alors, je sais pas si vous me suivez sur Instagram ou quoi, mais je parle beaucoup de drama japonais, des dramas coréens, voilà, ça fait quelques années maintenant que je me mets bien là-dedans, parce qu'avant j'étais très manga, très animé, shoujo, etc. Maintenant je me mets depuis quelques années au drama, et donc j'ai tenté de regarder donc Love Alarm. Alors Love Alarm, quelle est l'histoire? C'est un mélange de drama coréen et de Black Mirror, parce qu'en fait, toute l'intrigue va être autour du fait qu'il y a une application qui est sortie et qu'elle se synchronise avec votre cœur, et que s'il y a quelqu'un que vous aimez dans les 10 mètres, la personne va le savoir en fait, tout simplement. Si vous avez activé votre application et que la personne aussi, elle va avoir une notification sur son téléphone comme quoi il y a quelqu'un qui l'aime dans les 10 mètres. Forcément, ça crée tout un tas de situations
hyper gênantes, notamment ceux qui n'aiment pas en retour, notamment ceux par exemple qui n'ont pas la même orientation sexuelle, et ceux surtout qui veulent cacher leur amour, qui ne veulent pas montrer. Donc on suit le personnage principal qui est Kim Jojo, que j'avais déjà vu d'ailleurs dans une autre série coréenne. Je crois qu'elle est quand même très connue par rapport au drama. De ce que j'ai vu, elle a beaucoup de followers et tout sur Instagram, donc je pense que c'est une actrice sud-coréenne qui est quand même très très connue. C'est un personnage à qui il arrivait beaucoup de misère, qui est très triste. Enfin voilà, c'est un parcours qu'on voit quand même très souvent, que ce soit drama, manga, etc. Le personnage à qui il arrive des misères, un peu la Cendrillon moderne, à qui il travaille dur, etc., qui est maltraité par sa famille, et donc il arrive plein de choses, et puis un jour un garçon va l'aimer. Donc on se retrouve en espèce de triangle amoureux, etc. Je peux pas spoiler, mais en tout cas j'ai bien aimé le concept, c'était original. Par contre je trouve ça un petit peu lent au niveau du rythme. C'est lent, je veux dire, moi je regardais ça le soir, des fois je regardais ça en deux fois parce qu'effectivement je m'endormais, mais j'aimais l'idée, mais dans la mise en scène et dans la réalisation tout simplement je trouvais que c'était mou quoi. Enfin ouais, les scènes étaient à rallonge, parfois il se passait pas grand chose, mais il y a un petit côté douceur, je sais pas, enfin dans la plupart des dramas d'amour etc, il y a de la douceur, mais je sais pas, ça apporte un petit côté. Ils ont même travaillé le fait que, en fait quand il y a un personnage par exemple qui va être à 10 mètres, en fait ils font un énorme cercle autour du personnage et autour du personnage qui peut aimer la personne, pour montrer que les deux applis vont rentrer en contact et que les deux téléphones vont sonner justement pour dire qu'il y a quelqu'un qui l'aime, etc. Ils ont fait tout un truc visuel et tout, et je trouve ça l'idée intéressante du fait que ce côté un petit peu Black Mirror où effectivement la technologie prendrait le pas sur les relations normales, c'est-à-dire au lieu de déclarer son amour tout seul et tout, par exemple d'aller boire un café, de quelque chose de tout à fait normal, finalement il y a juste une application qui va dire que vous êtes amoureux de la personne et comme ça elle le sait et soit elle accepte, soit elle accepte pas, et du coup ça va très vite et ça peut donner tout un tas de situations qui sont compliquées, et je pense que c'est un petit peu fait pour faire un peu peur aux gens et leur montrer que oui, les applications de rencontres et tout ça, c'est un petit peu casser les relations naturelles, normales. Le fait de se découvrir tout doucement, voilà, avec le temps. On est sur l'application ultime qui fait que vous savez direct si la personne elle vous aime ou elle vous aime pas. Vous lui demandez, je sais pas, vous êtes avec votre copain depuis des années, vous lui demandez d'allumer son téléphone et puis si ça sonne pas pour vous, ça veut dire qu'il vous aime pas et vous barrez quoi. En fait, il y a tout un tas de situations comme ça. Pour ceux qui ne veulent pas justement avouer qu'ils aiment, enfin voilà, c'est compliqué, mais j'ai trouvé l'idée originale. Voilà, c'est pas la série de l'année, ça se regarde bien, c'est sympathique. Voilà, c'est sympathique, c'est tranquille. Si vous n'avez rien à regarder, ça peut être sympa. Si vous êtes fleur bleue, évidemment, si vous n'êtes pas fleur bleue, ça va être, vous allez vous ennuyer, bien, c'est mort. Mais j'ai trouvé le concept original et j'attends bien la saison 2 parce qu'à la fin de la saison 1, j'ai dit ils sont chiants de finir là-dessus parce que j'ai vraiment envie de savoir ce qui se passe. Et puis, je sais pas, il y a un des garçons, j'aime bien, c'est trop beau. Et puis en plus, on a beaucoup d'empathie pour le personnage principal, il lui arrive que des misères, etc. Et j'avoue, j'en ai marre de prendre de pitié ces personnages-là, je les aime beaucoup et à chaque fois du coup je suis leur parcours et j'ai hâte de savoir ce qui va leur arriver. Mais c'est sympa. Voilà pour les séries que j'ai regardées et dont j'ai pas eu le temps de vous parler, en tout cas cet été, parce que si je reprends depuis le début de l'année, il y a plein de séries dont j'ai pas encore eu le temps de vous parler et que certainement je mentionnerai dans mes top flops de fin d'année. J'ai commencé aussi Dark Crystal mais je ne l'ai pas fini, donc je verrai, peut-être je vous en parlerai. Mais voilà en tout cas pour les critiques que j'avais pas eu le temps de vous faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé des séries dont j'ai parlé donc dans cette vidéo. Alors effectivement c'est pas une vidéo hyper complète, hyper détaillée comme d'habitude, mais voilà, il faut parler de plusieurs séries et je donne mon avis global assez rapidement. Mais j'espère en tout cas que ça vous aura plu d'avoir mon avis sur ces séries là. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!